Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies et aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Nous ferons le point dans un instant avec Pascal Gauthier, le CEO de Ledger, sur les enseignements à tirer de la faillite de fait FTX. Alors en lien évidemment avec les actualités dont nous disposons actuellement, nous n'avons pas encore toutes les réponses à toutes les questions posées, mais nous tenterons de comprendre cela avec donc Pascal Gauthier. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux produits structurés souvent mis en avant par les CGP dans le contexte actuel. Nous essaierons de comprendre comment ils fonctionnent et comment ils peuvent être ou non intéressants dans le contexte actuel. Nous en parlerons avec Fabrice Cohen, responsable des solutions structurées chez Generali Wealth Solutions, mais aussi avec Julien Vautel, CEO de Edios. On se retrouve tout de suite dans Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et nous allons revenir ensemble sur l'épisode FTX qui a évidemment ébranlé la planète crypto ces dernières semaines, mais de manière plus générale sur l'écosystème crypto en France. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pascal Gauthier, CEO de Ledger. Bonjour Pascal Gauthier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Évidemment, on commence cette émission avec l'épisode FTX, commenté, suivi depuis plusieurs semaines par l'écosystème crypto. Alors, on ne va pas revenir sur toutes les actualités, sachant que d'ailleurs, on n'a pas forcément confirmation de toutes les actualités qu'on peut suivre sur le sujet. En tout cas, la deuxième plateforme mondiale a fait faillite. Ça, c'est une certitude. Quelles seront les ondes de choc sur d'autres plateformes? On ne le sait pas encore. La question que j'ai envie de vous poser, Pascal Gauthier, c'est à quelques semaines de cette faillite, quelles leçons on peut tirer de la faillite de cet acteur qui était FTX? Oui, on peut tirer quelques leçons, assez simples d'ailleurs. Première chose, c'est une fraude. Ça n'a rien à voir avec la crypto. Si un acteur centralisé décide de frauder et de voler de l'argent, il le fera. Et donc c'est peut-être d'ailleurs la plus grande fraude, le plus grand crime financier du 21e siècle, ou peut-être même de tous les temps. Ça reste à voir, puisque, comme vous le dites, on n'est pas arrivé au bout. Et surtout, ça rappelle en fait un fondamental des crypto-monnaies, qui est que si on ne possède pas ces clés, on ne possède pas ces cryptos. Et d'ailleurs, les crypto-monnaies, c'est né en 2008, suite à la faillite de Lehman Brothers. Et c'était en réaction à ça pour dire il ne faut jamais faire confiance à un système centralisé, parce qu'on ne peut pas faire confiance a priori. Même Lehman Brothers. Et FTX n'est pas Lehman Brothers. FTX, c'est une société qui a 4 ans. Lehman Brothers, c'était quand même autre chose. Et donc là, faire confiance à FTX qui a 4 ans, avec ses coins, c'était effectivement la chose qu'il ne fallait pas faire. C'est quelque chose que Ledger, nous, on dit depuis le début. Donc, si ce n'est pas vos clés, ce ne sont pas vos cryptos. Donc, il faut absolument pouvoir conserver ces clés. Et pour finir, pourquoi ? Parce que finalement, la crypto, c'est l'usage. En fait, c'est pour ça que je dis que en fait, tout ça, ça n'a rien à voir avec le monde des crypto-monnaies. Parce que le monde des crypto-monnaies, c'est l'usage qu'on fait de ces crypto-monnaies. Ce n'est pas la spéculation qu'on peut faire sur les crypto-monnaies. Ce sont deux choses complètement différentes. Et donc, il faut bien regarder l'usage des crypto-monnaies comme maintenant ce qu'est le marché des crypto-monnaies réellement. Donc, ce que vous dites, c'est que ce qui a porté finalement une plateforme comme FTX à avoir tous les comportements, j'ai envie de dire, un petit peu abusifs qu'on a pu voir effectivement, qu'on découvre au fur et à mesure, c'est l'aspect spéculatif finalement que certains investisseurs ont pu voir sur les crypto-monnaies et pas l'usage des crypto-monnaies? Non, je dis simplement que les gens qui ont investi dans les crypto-monnaies ont été fortement attirés par l'aspect spéculatif. D'accord. Et non contents de simplement acheter et attendre, ce qui est d'ailleurs le conseil de base que normalement on donne quand on rentre dans les cryptos. Il faut acheter, mettre de l'argent qu'on peut perdre et ensuite attendre 10 ans. C'est ça normalement le comportement normal et légitime avec les crypto-monnaies. Si on prend un actif jeune et volatile et en plus de ça on rajoute du leverage par-dessus, alors à ce moment-là on joue mais on sait qu'on peut perdre. Et on sait qu'on peut tout perdre. Donc créer des produits de rendement finalement basés sur des crypto-monnaies, effectivement, ça multiplie le risque de tout perdre. Ça multiplie le risque de tout perdre et c'est rajouter de la spéculation sur de la spéculation et encore de la spéculation. Et en fait ça c'est mal, je pense, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mais encore une fois, sur le cas de FTX,
tout s'effondre parce qu'il y a eu Maldon quand même. Oui, puisque la plateforme n'avait plus de réserve, donc en fait elle ne pouvait plus... C'est pas tellement que la plateforme n'avait plus de réserve, parce que ça donnerait l'impression que finalement c'est un acteur qui a échoué. Non, c'est... elle jouait avec l'argent de ses clients finalement. Ils ont enlevé les réserves. Oui, c'est ça. Ils ont pris d'une poche pour la mettre dans l'autre et finalement tout perdent. Et d'ailleurs on ne sait même pas où l'argent est allé. Donc là on est vraiment dans de la fraude, dans du vol. On est loin d'un acteur qui malheureusement aurait mal géré son business. Alors dans les réactions qu'on peut voir sur cette affaire FTX, il y a deux messages quand même qui ressortent. Il y a celui de la réglementation du secteur d'un côté et celui effectivement de posséder ses clés en propre. Et d'ailleurs, Ledger est très souvent cité par les différents acteurs crypto. Donc on va commencer par ça, puis on reviendra sur la réglementation après. Pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien... où on investit via une plateforme, ou en tout cas on trade via une plateforme et ensuite on pouvait laisser sur la plateforme la capacité d'aller récupérer ses crypto-monnaies, ou on peut faire appel à des clés comme Ledger, mais il en existe d'autres également, où là en fait on possède soi-même le code pour aller récupérer ses crypto-monnaies, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, quand on possède ces crypto-monnaies, ce qu'on possède, c'est une clé cryptographique privée qui prouve au protocole qu'on est bien en possession du Bitcoin, le Bitcoin qui est sur la blockchain. Et quand on veut bouger le Bitcoin d'une adresse à une autre, on signe cryptographiquement pour indiquer à la blockchain que le Bitcoin doit bouger. C'est cette clé cryptographique qu'il faut absolument protéger. Ça, c'est un secret. Et la meilleure manière de le protéger, nous on pense, et c'est ce qu'on a trouvé, et d'ailleurs on a vendu plus de 6 millions de nos produits désormais dans le marché, c'est un ledger avec dedans la technologie de la carte à puce qu'on connaît bien en France. En fait. Vous avez vu une évolution de la demande, ou en tout cas des ventes, suite à la faillite de FTX ? Oui, bien sûr, on a fait le meilleur jour de Ledger de tous les temps, la meilleure semaine et le meilleur mois. D'accord. Au mois de novembre, là, qui n'est pas fini d'ailleurs, mais c'est déjà le meilleur mois de tous les temps alors qu'il n'est pas fini. Donc oui, il y a un impact énorme sur nous et sur nos ventes. Oui. Donc ça veut dire que globalement, parce qu'effectivement, dans les gens qui écoutent cette émission, il y a peut-être des gens qui sont conscients du fait de protéger ces cryptos par eux-mêmes et d'autres qui l'ont peut-être découvert au moment de la faillite de FTX, et ce malgré le fait que le message ait pu être passé depuis un bout de temps. Donc globalement, là on voit se démocratiser encore plus cette idée de si je possède des cryptos, il faut que je les possède en propre. C'est ça, donc avec ma clé, et que je sois le seul garant de la sécurité, quitte à pouvoir me faire voler ma clé pour le coup par contre. Alors, donc la première chose, c'est oui, on constate ça effectivement, et d'autant plus que maintenant, en plus, Ledger, ce qu'on propose, c'est pas simplement un service de conservation, mais c'est aussi pour un service d'utilisation de ces crypto-monnaies. Quand vous avez un Ledger Nano S Plus ou Nano X, et tout ça, c'est connecté à Ledger Live, qui est l'application mobile. C'est un peu la même chose que l'iPod à l'époque avec iTunes. D'accord, ouais, ok. Avec mon iPod, j'écoute ma musique. Donc là, avec mon Ledger, je valide ma transaction. Et avec iTunes, je gère mes playlists, etc. Et pareil avec Ledger Live, donc je gère mes crypto-monnaies. Ce qu'on a mis en place d'ailleurs, c'est la capacité d'acheter, de vendre, de swapper, etc. Tout ça depuis le confort de Ledger Live et sans jamais perdre le contrôle de ses clés privées. Donc ça, c'est important. Donc aujourd'hui, c'est des features, comme on dit en anglais, c'est un produit qui est désormais disponible. Et donc ça change beaucoup de Ledger en 2017. Donc il y avait beaucoup de gens qui hésitaient à passer à la conservation de leurs clés privées parce que à chaque fois qu'ils étaient sur le Ledger, dès qu'ils devaient faire une transaction, hop, il fallait qu'ils refassent une transaction vers un exchange pour pouvoir utiliser. Et ensuite donc repasser sur le Ledger. Et ensuite repasser sur le Ledger. Donc ça c'était compliqué. Donc ça on a résolu désormais le problème. Donc ça c'est bien. Et c'est l'utilisation de Ledger aujourd'hui. Et ensuite sur la finance centralisée globalement. Moi, j'appelle ça un mal nécessaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut rentrer grâce à ces exchanges-là, parce qu'il faut pouvoir passer de l'euro ou du dollar, enfin des fiat oui, c'est ça, bien sûr. Ouais. En crypto, et donc ça, d'accord. Mais les bons exchanges, par exemple, comme Kraken, mettent sur leur homepage de dire qu'il ne faut jamais conserver les coins sur un exchange. Et je rappelle d'ailleurs que dans la finance traditionnelle, les exchanges type Nasdaq, NYC ne sont pas aussi ceux qui conservent la valeur. Il y a une ségrégation des devoirs entre les custodians d'un côté, donc ceux qui conservent la valeur, et les exchanges de l'autre. Et donc, en fait, pour moi, ça devrait tout naturellement s'appliquer aux exchanges centralisés pour la crypto. Pascal Gauthier, une question réglementation à présent. Donc, MiCA est effectivement en face, va bientôt être appliqué sur le sol européen. Est-ce que si le secteur avait été réglementé aux États-Unis, FTX aurait pu ne pas, la faillite FTX aurait pu ne pas voir le jour?
Écoutez, il y a une grande confusion des genres sur la régulation. Déjà, pour FTX et Sam Bankman-Fried, c'est quand même... Sam, c'est l'homme qui murmurait à l'oreille du régulateur américain. Je veux dire, FTX travaillait main dans la main avec le régulateur américain, et donc on va dire que c'était... et d'ailleurs, c'était eux qui étaient avec le régulateur américain et avec le législateur américain en train de définir en fait toute la régulation autour des cryptos. Et d'ailleurs, si on regarde tout ce que Sam Bankman-Fried a pu dire sur les 12 derniers mois, c'était un appel fort à la régulation, à la clarté sur la régulation, etc. etc. Et donc, moi, je ne crois pas qu'ici, ce soit un problème de régulation. Encore une fois, quand Madoff arrive, je veux dire, c'est un voleur ou quelqu'un qui veut profiter de la crédulité d'autrui arrivera toujours à ses moyens d'une certaine manière. Il y a beaucoup de scandales financiers en permanence et la régulation ne peut jamais éviter qu'un mauvais acteur existe. Et on peut constater qu'à posteriori que celui-là existe. Oui, mais elle peut s'adapter. En fonction des épreuves justement qui mettent en lumière notamment les fraudes. Elle peut parfaitement s'adapter. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, ma recommandation, ce serait de ségréguer les devoirs entre exchange d'un côté et custodian de l'autre, par exemple. Donc ça peut être assez facile à faire au niveau de régulation. Il y a aussi tout un tas de technologies qui existent, qui sont favorables à la transparence, sur lesquelles le régulateur devrait se pencher. Parce qu'en fait, tout ça, c'est aussi des problèmes qui peuvent être résolus par la technologie. On a entendu parler de proof of reserve, par exemple. Bien sûr, oui, complètement. Pouvoir prouver ses réserves, la ségrégation des comptes, enfin bon, tout un tas de choses sur lesquelles d'ailleurs Ledger peut aider aussi avec son offre entreprise. Et on est en relation avec beaucoup des exchanges qui désormais se tournent vers la technologie pour dire ok, maintenant on a de la meilleure technologie qui permet notamment de sécuriser aussi la gouvernance qu'il y a sur les clés, parce que là, sur FTX, il y avait clairement un problème de gouvernance. Qui a accès à quoi, quand, qui est capable de faire quelle transaction. Et donc ça, c'est de la technologie qui existait là, chez Ledger depuis 2018, mais finalement qui était assez peu prisée par les exchanges, parce que finalement, il y a aussi un business model de l'exchange aujourd'hui en crypto, où finalement, garder tout cet argent, ça permet aussi de vendre d'autres produits. Et notamment des produits de rendement. Et notamment des produits de rendement. Ou de sécurisation. Mais aussi de carte bleue, enfin tout un tas d'autres produits, donc on upsell le client. Et donc à mon avis, les exchanges devront être moins puissants et ségrégés, donner aux custodians d'un côté l'argent et eux s'occuper vraiment de la partie exchange. Dernière question, Pascal Gauthier. Donc là, effectivement, on a parlé du sujet FTX. Si on regarde l'écosystème français, pour le coup, est-ce que l'écosystème français doit s'inquiéter de la faillite de FTX et de potentielles ondes de choc vis-à-vis de l'écosystème français ? Je pense qu'il faut être raisonnablement inquiet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas paniquer, il faut être raisonnablement inquiet. Si on a des coins qu'on a confiés à un tiers, je pense que c'est raisonnable de rentrer en contact avec ce tiers et d'être sûr de pouvoir récupérer ces coins. Moi, ma recommandation, vous allez dire que je suis biaisé, mais c'est de ramener ces coins sur un ledger et en tout cas sur un wallet décentralisé, parce que c'est quand même la meilleure sécurité de ne pas les perdre. Et sur votre question de tout à l'heure, d'ailleurs, si on perd son wallet, c'est pas un problème parce qu'on a ensuite la fameuse phrase. Bien sûr, oui. Etc. Donc il ne faut pas perdre les deux, ça c'est sûr. Mais la phrase, on la met au coffre à la banque et ensuite on utilise son wallet tous les jours. Ça se fait très bien et aujourd'hui, encore une fois, il y a des millions de personnes qui le font. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc, être inquiet, mais raisonnablement, c'est ce que vous nous dites sur l'écosystème français. Il faut toujours être raisonnablement inquiet ou raisonnablement optimiste, c'est une devise. Ouais. Merci beaucoup Pascal Gauthier d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes CEO de Ledger. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine dans lequel nous allons tenter de comprendre l'intérêt des produits structurés dans son patrimoine, comment utiliser ou non ces produits pour diversifier la gestion de son patrimoine. Une question que nous allons poser à nos deux invités. Nous avons le plaisir d'être accompagnés tout d'abord par Fabrice Cohen, responsable des solutions structurées chez Generali Wealth Solutions. Bonjour Fabrice Cohen. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci de nous accompagner. Nous avons le plaisir également d'être accompagnés par Julien Vautel, CEO de Edios. Bonjour Julien Vautel. Bonjour Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va présenter rapidement Edios. Vous concevez des produits structurés, essentiellement des produits structurés dits de la gamme H, ce qui m'amène à une première question. Quelle différence y a-t-il entre les différentes gammes de produits structurés ? S'il y a une gamme H, j'imagine qu'il y a d'autres types de gammes également. Alors oui, nos gammes H sont des produits structurés dits de conviction. C'est-à-dire que ce sont nos convictions qui nous mènent à les créer. On crée un support par mois.
plus ou moins offensifs. Donc, on va de la gamme H Capital, qui est garantie en capital à l'échéance, à la gamme H Performance, qui est plus agressive sur le marché, c'est-à-dire qu'elle vise des performances supérieures, avec évidemment des conditions qui sont différentes et qui rendent les possibilités de gains moins évidentes. Mais néanmoins, c'est quand nos convictions sont fortes que nous allons sur cette gamme Performance. C'est intéressant cette différence qu'on peut faire entre les différentes gammes. Fabrice Cohen, je me retourne vers vous. C'est-à-dire que quand on parle de produits structurés, on entend régulièrement, et quand on connaît mal ce secteur, on entend régulièrement que le secteur est porteur actuellement pour les produits structurés, avec notamment des sujets obligataires sur lesquels on va revenir. Mais dans la définition que vient nous donner Julien Vautel, c'est qu'en fait, il y a différentes stratégies derrière des produits structurés. En fait, on peut adapter, créer son produit en fonction des stratégies qu'on veut mettre en place dans son patrimoine, c'est ça ? Oui, clairement. C'est la modernité du produit structuré, c'est vraiment cette création sur mesure en fait d'une formule qui va répondre évidemment aux conditions de marché, parce que c'est ce qu'on écoute, et aux clients. Et en fait, on va pouvoir faire des produits qui vont payer des rendements à la hausse ou même des rendements à la baisse dans certains cas. D'accord. C'est vraiment cette modernité que les clients aujourd'hui apprécient et sur lequel ils y vont. Mais alors, comment on conçoit un produit structuré ? Est-ce qu'on en crée pour un client, pour un contexte de marché, et ensuite il y a effectivement des dizaines de clients qui vont y souscrire ? Est-ce que c'est à la demande ? Comment ça fonctionne ? Alors les deux. Je dirais que déjà un produit structuré, c'est une partie obligataire qui va créer la protection, voire la garantie en capital, et une partie action, marché, qui va, elle, s'indexer au rendement. Après, on a deux solutions. Nous, par exemple, chez Generali Wealth Solutions, on va faire deux gammes de produits. Des gammes classiques à partir de 1 000 euros, qui vont être donc associées pour tous les clients, et des gammes sur mesure à partir de 500 000 euros. Et comment on va les créer ? On va les créer en fonction du marché. Là, aujourd'hui, si juste on fait un petit focus sur le marché, on a de l'inflation, on a des taux qui montent. Et en fait, ce contexte de marché demande aux clients d'investir. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois ou quelques années. Là où on pouvait garder son épargne sur un compte courant ou sur un livret d'assurance vie, là pour le coup maintenant il faut... On est obligé d'investir, c'est la mort du rentier en fait. Il faut absolument investir puisque l'inflation grignote votre patrimoine et donc vous êtes obligé d'investir. Et vous avez le choix entre un marché obligataire qui va être entre 2,5 3 sur du 10 ans à peu près. Qui revient sur le devant de la scène quand même par rapport à il y a quelques semaines. Qui revient un petit peu, mais qui nous permet de créer des produits structurés justement, puisque dans la partie, je dirais, garantie ou protection du capital, vous allez utiliser principalement du taux. Et donc le fait de passer de taux à 0 en début d'année à des taux qui valent 2,5 3, ça change complètement la donne sur la structuration. Donc des produits modernes qui permettent d'allier un rendement et une protection du capital et qui répondent à cet environnement de marché où les clients sont forcés d'investir aujourd'hui, mais qui ont le choix entre de l'obligataire à 2,5 3 ou de l'action, un peu plus risqué. Le produit structuré, je trouve qu'il rentre entre les deux classes d'actifs, entre ces deux familles d'investissement, en permettant à la fois de gérer son rendement et son risque, avec un décapital qui peut être même protégé à 100%. Alors, on l'a dit, Julien Vautel l'a dit, il y a différentes stratégies différentes stratégies auxquelles correspondent différents produits structurés. Quand on parle de produits structurés, on a une attente de rendement d'environ combien ? Je vous pose la question à vous et ensuite à Julien Vautel. Alors, nous, sur nos clients, on est assureur avant tout chez Generali, donc c'est vrai qu'on a une vision très long terme nos clients cherchent des choses entre, je dirais, 6 et 10%. D'accord. Mais ça va vraiment dépendre de chaque client, puisque avant tout, l'idée, c'est de l'écouter et de voir combien il est prêt à risquer pour avoir du rendement. Mais un produit structuré, c'est plutôt quelque chose qui va tourner entre 6 et 10% de rendement. Sachant que les produits structurés n'échappent pas à la règle du marché qui veut que plus il y a de rendement proposé, plus il y a de risque pris. La diversification, la diversification. Sur le produit en question. Julien Vautel, j'ai envie de revenir sur la conception même du produit structuré. Puisque vous nous avez dit, chez Edios, effectivement, on fait des produits de conviction. Donc ça veut dire en fait qu'on regarde le contexte de marché et qu'ensuite on adapte la part obligataire, la part d'option qu'on va mettre dans ce produit pour qu'il puisse réagir à l'anticipation qu'on va avoir d'un marché ou d'un indice ou d'un sous-jacent ? Oui, c'est exactement ça. Un produit de conviction, c'est un produit qui n'est par définition pas sur mesure. Parce que si vous faites des produits sur mesure à certains de vos clients, c'est un autre métier. D'accord. On a l'écoute du client et on va construire une offre qui va correspondre vraiment à son attente du moment. Et ça arrive pour les très gros patrimoines qui ont une conviction très forte sur le marché et de dire moi je veux un produit structuré qui soit comme ça et pas autrement et construisez-le moi sur mesure, ça peut arriver. D'accord. C'est une grosse partie du marché. En l'occurrence, ce n'est pas notre métier. Donc nous on ne répond pas à ce type de demande. Maintenant, si on vient sur des produits de conviction, effectivement, c'est juste le marché, les anticipations sur le marché qui guident le concepteur. Puisqu'on conçoit en fonction de ce à quoi on croit.
Et on va jusqu'au produit. Une fois qu'on a le produit, qu'il existe, à ce moment-là, on propose ça à nos clients, ils prennent ou ils prennent pas. Donc il faut qu'ils partagent les convictions de marché. Voilà, donc nos clients nous suivent ou nous suivent pas en fonction du support qu'on va proposer. Et certains clients nous suivent parfois, ne nous suivent pas toujours. Donc c'est comme ça qu'on travaille quand on est sur un produit de gamme de conviction. Et alors, vous avez parlé de support. Quel est le sous-jacent à un produit structuré? C'est-à-dire qu'on parle de conviction de marché. Ça veut dire quoi? On va regarder le CAC 40 par exemple? On va regarder un ETF? On va regarder... Ça dépend de l'expertise du concepteur. D'accord. Pour le coup, nous, notre expertise sont les grandes sociétés européennes. Donc on travaille que sur ce marché-là, sur des indices, pour pouvoir, on va dire, lisser le risque sur un grand nombre de sociétés de moyenne. Donc des indices actions pour le coup? Voilà, l'indice action, donc on est spécialisé sur les grandes actions européennes. Donc on travaille que sur ces indices-là, parce que c'est notre expertise. D'accord. Mais les produits structurés peuvent être conçus sur bien d'autres sous-jacents. Et chaque professionnel, en fonction de ses capacités, de ses anticipations et de ses connaissances, peut vous emmener sur d'autres sous-jacents. Fabrice Cohen, alors un produit structuré évolue dans le temps, voit en tout cas le sous-jacent évoluer. Est-ce que ça a d'ailleurs une influence sur le prix, sur le cours du produit structuré? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors effectivement, il y a un rendement qui est annoncé au départ. Est-ce que, comme une obligation, on peut voir ou une action, on peut voir le cours évoluer ou la valorisation du produit structuré évoluer? Et clairement, le prix va évoluer. Alors, un structuré, si on le faisait court, en fait, c'est une obligation. Donc, dans cette période de hausse des taux, le structuré va avoir une tendance à baisser en termes de valorisation, puisque plus les taux montent, plus les valorisations des obligations baissent. Ensuite, comme vous avez une partie action, effectivement, quand les actions vont bouger, alors je fais quand même juste une parenthèse parce que c'est pour moi très important de prendre le temps de bien comprendre le sous-jacent. Parce qu'un structuré, c'est un titre de créance, bref, mais qui va s'indexer sur un sous-jacent, donc sur une action, sur un panier d'actions. Et donc prendre le temps de bien comprendre sur quoi on investit, c'est essentiel. D'accord. Ouais. Et donc cette valorisation-là, elle va bouger effectivement par les actions, par les taux, et par tous les dérivés qu'on met dessus qui vont nous permettre de faire de la protection ou du rendement. Donc vous allez avoir une valorisation qui va bouger, mais qui va être affichée tous les jours dans nos contrats ou tous les jours chez tous les souscripteurs. Alors, Julien, vous avez évoqué tout à l'heure un sujet de capital garanti. Est-ce que, quand on investit en produits structurés, cette idée de capital garanti, c'est une réalité ou ça dépend d'évolution du sous-jacent et de barrières désactivantes qui viendraient désactiver le produit? Alors, ça dépend surtout des taux, déjà, des taux d'intérêt. Donc, c'est parce que les taux d'intérêt sont remontés brutalement depuis quelques mois qu'on peut à nouveau sortir des produits structurés à capital garanti à l'échéance. Ça n'existait pas avant. C'était difficile. Tout dépend de ce que... On va dire que c'était pas intéressant parce qu'on sortait des produits à capital garanti, certes, mais avec des hypothèses de rendement trop insuffisantes pour y aller. D'accord. Donc aujourd'hui, on se remet, enfin l'ensemble de la profession, on se remet sur des produits à capital garanti. Après, l'objectif dépend un petit peu des attentes de la clientèle. Nous, on a retraité, c'est-à-dire qu'on va ressortir 2 supports à capital garanti d'ici un mois. Mais quand on dit capital garanti, c'est garanti à 100%. Oui, mais à l'échéance. D'accord. Attention, c'est pas garanti tous les jours. C'est-à-dire que vous rentrez sur capital garanti, mais pas liquide. Si c'est liquide, mais vous n'avez pas de garantie permanente. D'accord. C'est-à-dire que la garantie, elle a l'échéance à l'issue du support. En général, il y a une formule qui fait qu'on peut sortir par le haut. Si les conditions ne sont pas réunies et que la sortie ne se fait pas par le haut, eh bien, à l'issue du support, c'est-à-dire à maturité, sur la période la plus longue sur laquelle le support peut exister, on vous restitue votre capital. D'accord, Voilà, parce qu'on prend un engagement... C'est ça le capital garanti à l'échéance. Quand on souscrit un produit structuré, on prend un engagement sur une durée. C'est pas vraiment un engagement. C'est normalement, quand on souscrit un produit structuré, on doit s'attendre à rester un temps maximal qui est la durée de vie maximale du support. D'accord. Du produit. Oui. Voilà. Donc c'est ça la maturité. Maintenant, en général, quand on rentre sur un produit structuré ou sur la plupart des produits structurés, on a plutôt tendance à souhaiter que ça sorte assez tôt avec des gains substantiels, puisqu'en général, il y a une formule qui promet de gagner si un certain nombre de conditions sont réunies. D'accord. Donc le souscripteur
ça tend à sortir avant. Par exemple, chez nous, on émet toujours des produits à 12 ans maximum, et en moyenne, ça dure 2 ans, un support gamme H. Donc on voit bien que c'est très différent, 2 ans et 12 ans. Et en 2 ans, on sort forcément par le haut ou on peut sortir par le bas aussi et perdre l'intégralité de son Quand on sort par capital? anticipation, c'est toujours par le haut. D'accord, Alors, ok. c'est Sinon, pas- on va jusqu'au bout, on récupère son capital et c'est un rendement zéro. Et justement, cette garantie vous dit vous avez un rendement zéro, mais on vous restitue votre capital. C'est ça, un D'accord, support je à comprends. capital garanti, par opposition à un support à capital protégé, où là, il y a des conditions. Et là, il y a les fameuses barrières. Voilà, il y a des barrières, D'accord. des conditions pour pouvoir récupérer son capital si ça tourne mal. Parce que quelque part, quand on arrive à l'échéance d'un produit structuré, c'est que ça ne s'est pas très bien passé, sauf certains produits qui n'ont pas de rappel automatique, donc qui ne sont pas des autocalls. Mais le marché est quand même construit autour de ce qu'on appelle les autocalls, c'est-à-dire que ça peut être rappelé par anticipation. Fabrice Cohen, donc c'est une nouveauté de pouvoir proposer à nouveau des produits à capital garanti, des produits structurés à capital garanti. Oui, clairement, c'est à peu près 9 mois en fait. Nous, on en a lancé 2 là chez Generali. Il y a encore juin, juillet, on ne pouvait pas les sortir. Et la hausse des taux nous a aidé justement à sortir ces produits-là, qui répondent vraiment à un besoin client, parce qu'en fait, c'est un besoin qu'on a depuis... ça fait 2 ans maintenant que je suis chez Generali Wealth Solutions, 2 ans qu'on me demande ce type de produit. Et là, on a un produit aujourd'hui qui est garanti un capital à 100%, avec un rendement de 6% par an. Et c'était impossible il y a à peine 9 mois. Donc c'est vrai que c'est à la fois répondre aux besoins des clients qui vont donc pouvoir aujourd'hui investir suite à l'inflation et permettre de répondre aux conditions de marché qui vont nous permettre d'offrir donc soit de la garantie en capital à 100%, soit des coupons plus élevés, puisqu'en fait ce gain qu'on a via les taux, on le met où on veut en fait, soit sur la partie obligataire, soit sur la partie optionnelle. Via les actions. Est-ce que le fait que... Alors effectivement, j'ai bien compris la différence entre capital garanti et capital protégé. Il faut bien avoir cette distinction en tête. Est-ce que cette évolution quand même du marché obligataire qui amène à construire peut-être un petit peu différemment ces produits structurés, on va commencer avec vous Fabrice Cohen, amène à considérer les produits structurés d'une manière différente dans un patrimoine global quand on veut une gestion classique. Enfin, on veut un petit peu de rendement avec un minimum de risque. Clairement, je pense que ça répond à un besoin client qui voulait quelque chose de sécuritaire, avec du rendement supérieur au fonds euro, supérieur au livret A, donc supérieur à 2-3%, sans prendre trop de risques, ce qui n'était pas possible encore il y a encore 9 mois. Donc aujourd'hui, effectivement, le fait d'avoir ce capital garanti, vraiment à 100%, permet d'adresser ce besoin à des clients auxquels on ne parlait pas, et à des clients de venir sur cette gamme de produits qui considéraient peut-être un peu à tort ou à raison, je ne sais pas, comme quelque chose d'un peu dangereux. Là, aujourd'hui, le fait d'avoir du 100% capital garanti, ça répond vraiment à tous les besoins et à tous les, à tous les besoins et à tous les profils de risque. Julien Vautel, est-ce que vous constatez une évolution depuis un an et demi dans la considération des produits structurés ? De manière évidente. Aujourd'hui, ça se démocratise, les produits structurés. Alors, ça peut se démocratiser que s'il y a un effort de pédagogie, parce que ça reste des produits complexes, donc il faut prendre le temps de les expliquer, donc il faut demander à son conseiller de... On vous demande souvent où est le risque ? Est-ce que vous nous expliquez ? Bien sûr. Oui, Bien il est sûr. où alors le risque ? Le risque, il est d'abord à l'échéance, puisque quand vous n'êtes pas sur un capital Donc garanti, bien sûr. pour un capital garanti, évidemment, il n'y a pas de risque à l'échéance, mais sur un capital seulement protégé, vous avez un risque ultime à l'échéance, un scénario qui s'est mal déroulé pendant toute la durée de vie du produit, et puis à l'échéance, une baisse qui est au-dessous de la barrière de protection, donc vous êtes en situation de perte. Après, vous avez toujours un risque qui persiste sur les produits structurés, c'est en cours de vie. Vous êtes dans un contrat d'assurance vie, en cas de décès, les titres sont vendus, la valorisation d'un produit structuré, même garanti à l'échéance, peut se retrouver au-dessous du nominal en cours de vie. Donc vous avez ce risque qui persiste. Donc le client est toujours en demande de comprendre les risques et souvent il imagine que les risques sont supérieurs à des marchés actions alors que c'est exactement le contraire parce qu'on est sur une classe d'actifs qui se situe exactement, on va dire, à mi-chemin entre de l'obligation garantie et de l'action où vous prenez tous les risques. Et pourquoi on est à mi-chemin ? Parce que la construction même de ces supports-là fait qu'il y a toujours au moins une protection conditionnelle du capital à l'échéance qui est un plus par rapport évidemment à un marché action qui comporte tous les risques. On finira là-dessus. Merci beaucoup Julien Vautel d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes CEO de Edios. Merci également Fabrice Cohen. Je rappelle que vous êtes responsable des solutions structurées chez Generali Wealth Solutions. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je donne rendez-vous demain sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.